Bonjour Béli. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Béli, tu es professeur de droit public. Tu viens de sortir au PUF dans la collection Que sais-je, un petit ouvrage. Ça s'appelle L'état de droit, dans lequel tu détricotes, retricotes, définis ce que c'est que cette notion centrale, dont parfois dans notre actualité tumultueuse, on a un peu l'impression qu'elle ne fait plus figure de boussole. On va revenir sur ce que c'est que l'état de droit, mais je voulais utiliser aussi cette actualité, enfin une double actualité pour parler de l'état de droit. D'abord le procès de Nicolas Sarkozy et sa condamnation en première instance jeudi dernier, mais aussi le plan de paix de Donald Trump qu'il a proposé pour le Proche-Orient, pour Israël et la Palestine. Euh, D'abord, Nicolas Sarkozy. Comment est-ce que, au regard de cette notion que tu as travaillé d'état de droit, comment est-ce que tu juges à la fois la décision qui a été prise par les magistrats et derrière toute la séquence qui s'en est suivie, politico-médiatique? À titre personnel, j'ai l'impression que la question de l'état de droit n'était pas au centre des débats politiques. Bah, En fait, il y a un paradoxe dans la relation entre cette séquence et l'état de droit. Il est où le paradoxe? Il est dans le fait Nicolas Sarkozy a mobilisé l'état de droit. Il dit que désormais, son combat judiciaire et extrajudiciaire est mené au nom de l'état de droit. Et d'une certaine manière, on pourrait le comprendre dans la mesure où il a décidé de faire appel, et c'est un droit légitime et un droit reconnu pour les prévenus condamnés. Donc, aucun problème avec le principe même de la voie d'appel sur laquelle il s'est engagé, ce qui vient illustrer parfaitement le fait que avant, durant et après ce procès, il a pleinement exercé les droits de la défense qui lui sont reconnus par notre État de droit. Et donc, il considère qu'il va continuer ce combat au nom de l'État de droit. Mais c'est un combat ou plutôt c'est une invocation qu'il instrumentalise de mon point de vue, parce que finalement, au-delà du fait qu'il veuille sauver son honneur, pour le paraphraser, et exercer ses droits légitimes, il invoque l'état de droit parce qu'il considère que toutes les limites ont été violées en la matière, d'après lui. Il considère que la décision a été inique, c'est-à-dire profondément injuste et infondée, alors même qu'elle a été euh, fortement argumentée, détaillée par les juges qui ont rendu la décision. Donc, c'est une décision rendu en droit et non pas en fait ou pour des circonstances ou des raisons politiques, contrairement à ce qu'il laisse croire. Et puis surtout, il a fustigé dans sa stratégie de défense extrajudiciaire, il a fustigé non seulement la décision, mais l'institution judiciaire. Alors là, il y a vraiment une contradiction dans son discours. C'est pas au nom de l'état de droit qu'il mène son combat, c'est contre l'état de droit en vérité, puisque dès lors qu'il considère que l'institution judiciaire se plie à une forme de logique complotiste, ou en tout cas procède d'un complot, c'est véritablement l'idée qu'il distille directement ou indirectement à travers ses soutiens, il participe à une entreprise de sape, de décrédibilisation de cette institution judiciaire, des juges dans leur globalité, alors même que l'institution comme la fonction judiciaire est à la base de l'état de droit en ce sens où précisément elle garantit l'application du droit, suivant notamment un principe qui vient d'être illustré à travers cette décision et cette condamnation, qui est le principe de l'égalité devant la loi. C'est en cela aussi que cette décision est importante, dans un moment historique où précisément cette institution judiciaire est elle-même
confronté à une défiance d'une partie substantielle de notre population, de nos concitoyens, qui n'ont pas confiance même dans la justice, notamment parce qu'ils la trouvent injuste ou à géométrie variable. Et effectivement, il y a en plus des études sérieuses issues des sciences sociales qui viennent illustrer une forme de justice à géométrie variable dès lors que les prévenus incarne ou symbolise ce qu'on appelle le phénomène de la délinquance à col blanc. Or là, précisément, on a un beau contre-exemple en ce sens où la décision a été rendue en droit de manière très argumentée. Elle peut paraître sévère, mais il n'empêche, elle vient illustrer l'effectivité d'un principe fondamental pour l'État de droit, à savoir l'égalité, non seulement devant la loi, mais aussi devant la justice. Donc, toi, ce que tu cibles comme étant une attaque à l'état de droit dans la défense de Nicolas Sarkozy, c'est l'opprobre et le discrédit qu'il jette sur la décision et sur les gens qui ont pris la décision. Je rappelle que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, mais ce qu'ont fait beaucoup de ses défenseurs aussi à la télévision et à la radio, contrevient à un article du Code pénal que je rappelle souvent, l'article 434-25, qui propose 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende à quiconque, justement, jette le discrédit ou l'opprobre sur une décision de justice ou ceux qui l'ont fait. Mais justement, Alors, sur ce vas-y. point, peut-être une petite précision. On est en droit de pouvoir critiquer une décision de justice hein, dans le débat public, mais dans certaines limites. C'est toujours le même équilibre en matière d'état de droit. Le principe, c'est la liberté, y, Hum, y compris celle consistant à critiquer une décision de justice, mais dans une forme de limite raisonnable ouais. qui est incarnée ou qui est précisée par notre code pénal, tu l'as dit, à la fois par ce qu'on appelle l'outrage à un magistrat. On ne peut pas s'attaquer aux juges qui ont rendu la décision en particulier. Et comme tu le sais précisément, ces juges font l'objet d'attaques personnelles, voire de menaces. Et deuxième incrimination prévue par le code pénal, effectivement, on ne peut pas jeter le discrédit sur la décision et par là même sur l'institution judiciaire, parce que finalement, on affecterait par là l'autorité de la justice, alors même que c'est à la fois une institution républicaine, mais surtout c'est une institution garante de l'état de droit comme en tant que principe précisément mettant en application l'égalité devant la loi et le respect du droit dans notre société démocratique. On voit une partie de la droite, je pense notamment à Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui avait déclaré il y a maintenant une petite année que l'état de droit n'était pas intangible, mais aussi de l'extrême droite, hein, Marine Le Pen et ses affidés, très souvent, lorsque des contradicteurs leur disent oui, mais quand même, l'état de droit, on pousse des cris d'orfraie, ils disent ah non, droit de l'homiste, état de droitiste, ça devient une insulte. De l'autre côté de l'Atlantique, on a aussi Donald Trump, qui n'est pas le premier défenseur de l'état de droit. Quand tu vois cette lame de fond, en fait, qui s'attaque à ce concept qui est pourtant central dans notre capacité à vivre ensemble dans une démocratie, est-ce que tu te dis ils vont y arriver? Et surtout, comment est-ce que tu analyses la façon dont cette extrême droite, on va dire mondiale, attaque l'état de droit? Enfin, enfin, pourquoi est-ce qu'ils le font et comment est-ce qu'ils le font? Bonne question, naturellement. Euh, Écoute, en fait, il y a deux éléments. Premièrement, ils jouent sur le sens même du concept, sur lequel je vais revenir. Et deuxièmement, ils remobilisent une dialectique classique, ou une tension dialectique, en tout cas entre l'état de droit et la démocratie, entre le droit et la politique. Deuxième point. Alors, sur le premier point, le jeu autour du concept. En fait, l'état de droit, pour revenir pour partir de sa représentation générale, c'est une idée assez simple, c'est l'idée suivant laquelle l'action et le pouvoir de l'État se trouvent encadrés, limités par le droit. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par le droit. Et en fait, dès lors qu'on considère
que le droit, c'est finalement ce sont les normes produites par l'État lui-même. En fait, l'état de droit, c'est l'État limité par lui-même. C'est une auto-limitation de l'État par ses propres normes juridiques. Donc, à partir de là, ou à partir de cette acception, il y a deux conceptions de l'état de droit. Une conception d'abord formelle, à minima, qui consiste à dire finalement que l'état de droit, c'est l'état qui se limite par ses propres normes hiérarchisées. Hiérarchisées, c'est-à-dire que toutes les normes juridiques produites par le droit ne se valent pas, elles sont hiérarchisées et au sommet de cette hiérarchie des normes, comme on dit, il y a la Constitution. Et dès lors que l'État, c'est-à-dire finalement ceux qui le représentent, ces organes, du président de la République jusqu'à l'agent de police, se soumettent au respect de ces normes hiérarchisées, eh bien l'État de droit est respecté. Le problème, c'est que si on s'en tient à cette définition, sans prêter attention au contenu de ces normes juridiques, et en particulier au contenu des normes constitutionnelles, bien, si on se retrouve dans un État où il n'y a aucun droit, aucune liberté protégée au sommet de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire au niveau constitutionnel, on peut très bien en déduire que nous sommes malgré tout dans un État de droit, en dépit du fait que nos droits et libertés, dits fondamentaux, ne soient ni reconnus ni protégés, parce que tout simplement, ils ne sont pas contenus dans cette Constitution. C'est le piège qui s'est refermé sur le concept d'État de droit pendant la Seconde Guerre mondiale, où précisément on en a constaté toute la limite, dans la mesure où effectivement des États fascisants ou fascistes, voire totalitaires, pouvaient se présenter, d'ailleurs comme aujourd'hui, en Chine ou en Russie, pouvaient se présenter comme des États de droit, alors même qu'ils ne protégeaient pas les droits et libertés fondamentaux des individus, parce que tout simplement, leurs normes juridiques constitutionnelles ne le faisaient pas. Et donc, c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a développé le concept en considérant que pour qu'il soit viable, il fallait qu'au sommet des normes juridiques étatiques soient consacrés les droits et libertés fondamentaux des individus. Et donc, on a eu cette vague de fond qu'on appelle néo-constitutionnelle ou néo-constitutionnaliste, qui consiste à chaque nouvelle constitution au sein d'un État d'ériger la reconnaissance et la protection des droits et libertés. Et de ce point de vue-là, la loi fondamentale allemande a été motrice, initiatrice, comme la Constitution italienne, puis la Constitution de 58, etc. Et donc, aujourd'hui, suivant une conception plus substantielle de l'état de droit, on considère que, bien sûr, non seulement un État peut se revendiquer comme étant un État de droit si ces normes juridiques sont hiérarchisées, certes, mais qu'en plus, au sommet de ces normes, de ce système de normes hiérarchisées, les droits et libertés fondamentaux des individus sont protégés précisément par la Constitution. Et donc par un juge qui garantit cette hiérarchie des normes et donc la protection des droits et libertés consacrés au sommet de cette hiérarchie des normes. Là où les figures de l'illibéralisme transatlantique, européen et au-delà, indien, israélien, etc., jouent sur ces concepts, c'est qu'en fait, eux s'en tiennent à une conception formelle de l'état de droit. Pour eux, finalement, ce qui est important, c'est que l'État, mais aussi des individus, se plient au droit de l'État, même si celui-ci ne respecte pas les droits fondamentaux. Voilà, c'est la hiérarchie des normes qu'il faut respecter. C'est donc le droit de l'État, même si celui-ci ne respecte pas les droits et libertés fondamentaux. C'est une acception réductrice, régressive de l'état de droit, et qui se traduit donc et qui se traduit concrètement dans leur discours par une volonté de revenir sur les droits fondamentaux qui ont été consacrés soit par leur constitution, soit par leur jurisprudence constitutionnelle ou autre. Et donc c'est ça, enfin ce discours réactionnaire est un discours de régression sur la signification même de l'état de droit, puisque eux-mêmes revendiquent l'état de droit, mais dans son acception la plus réductrice, la plus formelle. Pour eux, l'état de droit, c'est simplement le fait de respecter le droit,
mais mais en mettant de côté ou en réduisant au maximum le respect des droits fondamentaux. Si je puis me permettre, cette extrême droite illibérale remet en question effectivement l'état de droit, mais elle le fait au nom d'un concept qui est, à mon sens, enfin, qui peut être considéré au moins tout aussi puissant que celui de l'état de droit, qui est celui de la souveraineté populaire. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est, mais qu'est-ce que c'est que cette constitution ou ce bloc de constitutionnalité, par exemple, qu'on a en France, où il y a des textes qui sont là depuis la première République? N'importe quoi. Enfin, le monde a évolué, donc d'ailleurs, genre le monde évolue en permanence, donc les parlementaires qui sont les députés de la nation, les sénateurs, etc. Bah, ils ont le droit de changer à tout moment, genre les règles auxquelles collectivement on est censé être assujetti. Comment est-ce que toi tu résous ce problème entre la nécessité de la souveraineté populaire d'une part, et d'autre part, la nécessité de l'état de droit? Est-ce que tu vois une contradiction comme eux le voient, comme l'extrême droite le voit? Oui, tu as parfaitement raison. Il joue là aussi sur un malentendu. Euh, L'état de droit ne s'oppose pas au principe même de la démocratie, à savoir que le dernier mot doit revenir au peuple souverain. Pourquoi il n'y a pas de contradiction entre état de droit et démocratie? Parce que tout simplement, et pour répondre à l'argument avancé que tu as rappelé, euh, si une liberté ou un droit reconnu soit par une jurisprudence, donc reconnu par une autorité judiciaire, soit par euh, le législateur lui-même, est contesté, eh bien, il y a une manière pour le peuple souverain ou ses représentants de revenir sur ce droit ou cette liberté, c'est de passer par la Constitution, c'est-à-dire par la révision de la Constitution, si ce droit ou cette liberté est consacré par la Constitution elle-même. Autrement dit, il est faux de dire que euh, la Constitution fait obstacle, ou le bloc de constitutionnalité, ou la jurisprudence du Conseil constitutionnel font obstacle finalement à l'évolution du droit d'un État, à l'évolution de l'état du droit, parce que si le peuple souverain, qui a le dernier mot dans une démocratie, veut revenir sur cet état du droit, veut revenir même sur l'IVG, eh bien, il y a une voie à suivre qui est c'est la voie dite constituante, c'est-à-dire de la révision de la Constitution, qui pourrait notamment consacrer explicitement, au terme d'une procédure de révision constitutionnelle, soit la remise en cause d'un droit à une liberté, soit précisément l'affirmation d'un principe qui neutraliserait un droit à une liberté particulière. Mais Donc, là, dans ces cas-là, donc ça, pour toi, ça resterait un état de droit. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une révision constitutionnelle et que tu as une majorité de Gugus au Parlement qui décide de consacrer l'inégalité entre les êtres humains dans la Constitution. Eh bien, bien sûr, alors là, donc, pour le coup, effectivement, je suis obligé de répondre par la positive, par l'affirmative, pour respecter l'équilibre entre la logique de l'état de droit et la logique démocratique. Hmm. La logique démocratique a le dernier mot. Euh, dans un état de droit démocratique, c'est le peuple qui doit garder le dernier mot. Ce qui signifie effectivement que le législateur, lui, ne peut pas tout faire dès lors que nos droits et libertés sont consacrés dans la Constitution. Par contre, le pouvoir constituant, qu'il soit exercé directement par le peuple ou par ses représentants, on peut imaginer notamment bien une révision constitutionnelle devant le Congrès, bien lui pourrait effectivement remettre en cause nos droits et libertés. Et en fait, l'enjeu, il est là. C'est en cela qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de leur raisonnement. Si euh, sauf certains comme Wauquiez qui attaquent jusque le Conseil constitutionnel précisément, Hmm. ou le RN qui dit qu'il va falloir changer certaines dispositions de la Constitution. Parce que le point de tension, c'est pas l'état de notre législation, c'est l'état de notre Constitution. En fait, c'est ça l'enjeu que pointe ou que cible ceux qui mobilisent une opposition prétendue entre État de droit et démocratie. C'est non pas qu'ils veulent
qu'ils veuillent changer la loi. Ils veulent changer en vérité notre constitution. Et bon, dit en ces termes, on voit bien que c'est déstabilisant parce que la constitution, par définition, c'est ce qui définit à la fois la nature d'un régime politique, mais aussi notre statut de citoyen, y compris à travers l'ensemble des droits et libertés qui nous sont reconnus. Donc voilà, la bataille sera constitutionnelle, in fine, je pense, et c'est en cela que c'est à la fois intéressant et assez glaçant. Autre point que je voulais aborder avec toi, Pardon, vas-y. pardon, justement, et pour compléter ce point, c'est en cela aussi que le débat autour du fameux gouvernement des juges est biaisé. Dès lors aussi qu'une jurisprudence qui a été créée par telle ou telle juridiction peut être contournée, neutralisée par le peuple souverain, par une révision constitutionnelle, le dernier mot revient donc au peuple souverain et non pas au juge qui donc n'a pas le dernier mot, il ne peut pas être qualifié de gouvernant en la matière, y compris lorsque le Conseil constitutionnel censure une loi au nom soit d'un droit ou d'une liberté fondamentale, ou au nom d'un principe de valeur constitutionnelle de nature libérale, eh bien, dès lors que cette jurisprudence, cette décision du Conseil constitutionnel peut être contournée, neutralisée dans un deuxième temps par le pouvoir constituant, par une révision donc, de la Constitution, eh bien, le dernier mot ne lui revient pas. Et donc, on reste malgré tout dans une démocratie euh, et dans un état de droit. Et pour répondre à je dirais, au point de tension que tu as habilement souligné, on resterait dans un état de droit, mais qui ne serait plus forcément de nature libérale. Hmm. Et là, c'est vraiment l'enjeu. Que, le respect d'une hiérarchie des normes, c'est une chose. Euh, L'enjeu, c'est les valeurs que véhiculent les normes juridiques, y compris au niveau constitutionnel. Et il n'est pas acquis qu'une constitution, à travers ce qu'elle prescrit, soit de nature libérale. Elle peut prescrire des valeurs autres que libérales, notamment des valeurs autoritaires ou sécuritaires, voire identitaires. Mm. Alors, dans la hiérarchie des normes dont tu as parlé tout à l'heure, tu as placé en haut de la pyramide la Constitution ou le bloc de constitutionnalité. Parfois, cette hiérarchie, ce sommet de la hiérarchie des normes rentre un peu en contradiction, en tension à nouveau avec un autre endroit, une autre source du droit, qui est le droit international. À savoir, genre, est-ce qu'une constitution doit se plier au droit international ou vice-versa? Enfin, je veux dire, il y a des dialogues sur le sujet. Euh, En matière de droit international, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, a fait une proposition hier de plan de paix pour la Palestine, pour le Proche-Orient d'ailleurs. Et donc, il a sorti 20 points qui sont en train d'être analysés, que j'ai lu hier soir et que je continue de lire la littérature qui sort sur le sujet. Comment est-ce que, vis-à-vis voilà, de ton concept, du concept que tu portes d'état de droit, comment est-ce que peut venir s'insérer un plan de paix de la sorte porté par un président d'une puissance étrangère sur un territoire sur lequel il n'est théoriquement pas souverain, qui fait des propositions. Alors il veut faire un comité de la paix dont il serait le président, et puis genre, il dit le Hamas doit désarmer et puis doit rendre des otages, et puis l'armée israélienne, elle doit partir, et puis on va créer une force internationale pour former les policiers palestiniens, et puis ci, et puis ça. Enfin, je veux dire, c'est lui qui décide de tout de ce qui va se passer dans la région. Est-ce que comment est-ce que ça rentre en écho avec le concept d'état de droit? Autrement dit, est-ce que tu penses qu'un tel plan de paix peut avoir un horizon dans un territoire comme le territoire du Proche-Orient? Vaste question. Hein. Euh, bon, rappelons d'abord les fondamentaux. Il est difficile de transposer le concept d'état de droit à l'échelle internationale pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas d'état mondial.
On n'a pas d'État mondial, ça signifie tout simplement qu'on n'a pas une autorité centrale qui produit le droit qui serait applicable à tous les sujets de la vie internationale, c'est-à-dire les États. Hein. On n'a pas ça. On n'a pas un léviathan mondial. Donc, on n'a pas de législateur international, on n'a pas de pouvoir exécutif international et on n'a pas de juridiction internationale qui centraliserait, qui serait obligatoire vis-à-vis de tous les sujets internationaux. Qu'est-ce qu'on a donc? On a malgré tout un droit international, mais qui est le produit de la volonté des États. Mm. Des États. Tu ne peux pas opposer un droit international à un État qui n'a pas consenti à le respecter, soit à travers les traités, soit les coutumes, etc. Donc le droit international, c'est d'abord et avant tout le produit de la volonté des États, et ce, en dehors de l'existence d'un État mondial. D'où la difficulté, encore une fois, de transposer le concept d'État de droit euh, à la vie internationale, aux relations internationales. Et malgré tout, il y a un droit international. Alors, en quoi peut-il nous aider par rapport au cas que tu évoques? Il peut nous aider d'abord en rappelant que en droit international, il y a un principe reconnu notamment par la Charte des Nations Unies, qui est le principe d'autodétermination des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et là, en l'occurrence, c'est ce que revendiquent les Palestiniens. Ils revendiquent ce principe euh, pour fonder, légitimer l'existence même de leur État. Et qui un principe qui en même temps ici est heurté par espèce de euh, volonté quasi unilatérale qu'imposent les États-Unis au nom non pas d'un mandat onusien, non pas au nom d'un mandat palestinien, mais au nom d'un rapport de force en leur faveur qui, du fait de leur statut de première puissance mondiale, et principal soutien d'Israël leur donne, de leur point de vue, une légitimité à imposer un plan aux Palestiniens. Donc on est en dehors de toute logique juridique, on est dans une logique purement de rapport de force où les États-Unis sont jugés partis, donc complètement partiaux, puisque finalement le plan, même s'il ne correspond pas au fantasme du gouvernement israélien en place, malgré tout, reste un plan complètement déséquilibré en faveur des velléités israéliennes et qui, surtout, encore une fois, méconnaît le principe de l'autodétermination des Palestiniens. Alors, même s'il y a une référence à l'État palestinien dans ce plan, mais la volonté politique des Palestiniens n'est pas prise en considération, si ce n'est du côté du Hamas pour lui le forcer euh, à emprunter la voie de la démilitarisation et surtout d'accepter à la fois sa défaite et le plan en lui-même. Mais l'autorité palestinienne, notamment, est complètement neutralisée, écartée, marginalisée, ce qui est une manière de renier toute légitimité à pouvoir négocier le plan lui-même. C'est un plan à prendre ou à laisser et qui, en ce sens, traduit une forme de réflexe colonial que la région connaît que trop. Donc, d'après toi, ce plan va dans le mur. Ça ne Ce peut qui aller est que dans le mur. Enfin, si s'il est conçu enfin comme une manière pour des intérêts anglo-américains, puisqu'on parle de Tony Blair israélo-américain, de d'assurer l'avenir des Palestiniens, oui, bien sûr que ce n'est pas la solution au conflit. Le conflit ne pourra trouver de solution que sur la base des principes d'égalité et de droit à l'autodétermination des peuples que consacre le droit international. Et les Israéliens ont bénéficié de ce principe, il y a un État israélien qui est né au nom de ce droit à l'autodétermination, euh, alors que les Palestiniens restent exclus de son application.
Merci beaucoup, Bellic, et j'espère Merci à toi. à une prochaine. Merci beaucoup aussi pour le que sais-je que tu viens de publier sur l'état de droit que je conseille à tout le monde parce que l'état de droit aujourd'hui est devenu une lutte et il va falloir qu'on se batte pour le préserver. Merci beaucoup. Merci à toi, Pablo.